La hausse des prix de l'essence et du diesel coûte actuellement encore un demi-milliard d'euros par jour à l'économie française. Pas par mois, pas par trimestre, par jour. Et ce chiffre continue d'augmenter. Depuis le 28 février, date à laquelle les États-Unis et Israël ont lancé des frappes contre l'Iran, le prix du pétrole a bondi de plus de 50%. Le détroit d'Ormuz, un passage étroit de seulement 21 mètres de large par lequel transitent un cinquième du pétrole, des matières premières et du gaz naturel mondiaux, a, pour la première fois de l'histoire, été effectivement bloqué. Le Brent s'échange au-dessus de 110 € le baril. Il y a 3 semaines, il était à 70 €. Mais le prix à la pompe, ce chiffre que vous regardez à chaque plein, n'est en réalité que la plus petite partie de ce qui vous attend. 4 autres vagues de hausse avancent déjà vers votre portefeuille et chacune sera plus forte que la précédente. La plupart des gens n'en verront aucune venir à temps pour se préparer. Ce que je vais vous montrer maintenant ne concerne pas seulement ce qui arrive à l'économie. C'est aussi la raison pour laquelle votre cerveau travaille activement contre vous en ce moment et combien cela va vous coûter si vous ne parvenez pas à le contrer. Commençons par ce que vous voyez déjà. L'essence. La moyenne nationale est passée de moins de 3 € le gallon à 3,70 €. Dans certaines régions de France, les automobilistes perdent déjà bien plus. Et le diesel, le carburant qui fait rouler les poids lourds qui transportent littéralement tout ce que vous achetez, a augmenté de 36%, pour atteindre presque 5,10 € le gallon. En moyenne, un foyer français dépense environ 2 500 € par an en carburant, soit à peu près 50 € par semaine. Si vous payez soudain 10 ou 15 € de plus par semaine, cela ne paraît pas catastrophique en soi. C'est pourquoi le système d'évaluation des menaces de votre cerveau classe cela dans la catégorie agaçant, mais supportable, et passe à autre chose. Et c'est une erreur. Et la raison pour laquelle c'est une erreur révèle quelque chose d'important sur la manière dont nous percevons le danger financier. Les psychologues utilisent le concept de comptabilité mentale pour décrire la façon dont nous séparons inconsciemment notre argent en cases invisibles: essence, courses, loisirs, épargne. Lorsqu'un de ces compartiments déborde soudain, nous ne nous asseyons pas calmement pour tout rééquilibrer. Nous réagissons émotionnellement. Nous coupons tout ce qui semble non essentiel. Les sorties au restaurant disparaissent. L'abonnement à la salle de sport est résilié. Le voyage que vous aviez prévu s'évanouit. La contribution à l'investissement que vous vous étiez promis d'augmenter cette année reste discrètement au même niveau. Le chef économiste de la National Retail Federation a confirmé exactement ce schéma. Lorsque le prix de l'essence grimpe, les premières victimes sont les expériences et les loisirs. Cinéma, parcs d'attractions, restaurants. Pas parce que ces choses deviennent plus chères, mais parce que votre instinct de survie les reclassifie immédiatement comme des luxes dès qu'une dépense obligatoire augmente. Et cet instinct est sur le point de devenir beaucoup plus bruyant. Parce que l'essence n'est que la première vague. Personne ne présente correctement ce qui se passe. L'impact économique de la guerre n'est pas un seul choc de prix. C'est une série de chocs qui arrivent selon des calendriers différents, chacun amplifiant le précédent. Au moment où la plupart des gens comprendront l'ampleur du phénomène, 4 des 5 vagues seront déjà passées. Vague 1, vous la connaissez déjà, l'essence. Elle est arrivée en quelques jours. La vague 2 frappe déjà maintenant. L'alimentation, en particulier les produits périssables, fruits et légumes, viande, produits laitiers, tout ce qui ne peut pas rester en entrepôt à attendre une stabilisation des prix. Le diesel alimente les camions frigorifiques qui acheminent ces produits vers les magasins. Et une hausse de 36% du diesel signifie que le coût du transport des denrées périssables vient de grimper brutalement. Les chercheurs en chaîne d'approvisionnement confirment que ce sont les supermarchés qui verront en premier les prix augmenter en dehors des stations-service. Et plus un produit est fragile, plus il est exposé. Mais les distributeurs n'augmenteront pas les prix du jour au lendemain. Ils absorberont une partie du choc pendant un certain temps, comme beaucoup l'ont fait avec les hausses tarifaires de l'an dernier. Le problème, c'est qu'ils ont déjà absorbé une partie des coûts liés aux tarifs. Il ne reste presque plus aucune marge pour encaisser un second choc.
un professeur d'économie du Boston College a averti que si les prix du pétrole restent élevés pendant une durée significative, on verra apparaître un choc de coûts persistant que les entreprises ne pourront tout simplement plus absorber. Et quand elles cesseront d'encaisser le choc, les prix affichés rattraperont très vite la réalité. La vague 3 n'arrivera que dans quelques mois, mais elle est déjà intégrée au système. Les engrais. C'est la vague qui devrait vraiment vous inquiéter, parce qu'elle fonctionne avec un délai qui la rend presque invisible jusqu'à ce que les dégâts soient déjà faits. Les combustibles fossiles représentent jusqu'à 80% des coûts de production des engrais. Les pays directement touchés par le conflit, l'Iran, le Qatar, l'Arabie saoudite, Bahreïn et les Émirats arabes unis, figurent parmi les plus grands producteurs d'engrais au monde. Et un tiers de l'approvisionnement mondial en engrais transite par le détroit d'Ormuz, cette même voie maritime qui est actuellement bloquée. Autrement dit, la nourriture que vous mangerez en septembre et en octobre devient plus chère dès maintenant, parce que les agriculteurs paient plus cher leurs intrants ce mois-ci. Vous ne le ressentirez qu'à l'automne. À ce moment-là, il sera trop tard pour vous préparer, et la plupart des gens auront déjà oublié que les graines de ce choc des prix ont été semées en mars. La vague 4, ce sont les billets d'avion. Le kérosène a augmenté d'environ 85% depuis le début de la guerre. Des compagnies comme Qantas, SAS ou les plus grands transporteurs indiens ont déjà annoncé des hausses tarifaires. Et contrairement à l'essence, qui fluctue tous les jours, les compagnies aériennes intègrent les coûts du carburant dans leur grille de prix des mois à l'avance. Ces tarifs plus élevés ne redescendront pas rapidement, même si le pétrole baisse demain. Si vous aviez prévu des vacances d'été, les billets vont bientôt faire très mal au portefeuille. La vague 5 est celle que presque personne n'a encore reliée au reste. Les taux d'intérêt. La Banque centrale européenne devait commencer à baisser ses taux cette année, ce qui aurait réduit le coût des prêts immobiliers, des crédits auto et des cartes de crédit. Cette perspective est désormais morte. Certains économistes estiment désormais que la première baisse de taux n'interviendra pas avant le 3e trimestre, au mieux. Et si l'inflation accélère encore, les taux pourraient même remonter. Si vous envisagiez d'acheter un logement ou de refinancer votre crédit, le calcul a déjà changé. Un économiste de premier plan a averti que lorsque les chocs inflationnistes rencontrent l'incertitude géopolitique, les consommateurs ne se contentent pas de réduire leurs dépenses, ils se figent. Les gens reportent l'achat d'une voiture, d'une maison, des travaux, non pas parce qu'ils ne peuvent pas se les offrir aujourd'hui, mais parce qu'ils perdent confiance dans ce qu'ils pourront se permettre demain. Et quand des millions de ménages se figent en même temps, ce gel collectif peut entraîner toute l'économie avec lui. Alors dites-moi, quand vous avez appris pour la première fois que le pétrole avait bondi à cause du conflit avec l'Iran, combien de ces effets en cascade votre esprit a-t-il immédiatement relié entre eux ? 1, peut-être 2, vous êtes parfaitement normal. Et c'est précisément cette normalité qui pose problème. En psychologie comportementale, il existe un phénomène bien documenté appelé biais d'ancrage. Lorsqu'on est confronté à un problème complexe et multicouche, le cerveau ne traite pas simultanément toutes les couches. Il s'accroche à la donnée la plus visible et l'utilise comme substitut de l'ensemble du tableau. En ce moment, pour la plupart des gens, cette encre, c'est le chiffre affiché à la station-service. 3,70 €, 4,20 €, 5,30 €, peu importe ce que c'est dans votre région. Ce chiffre est devenu le proxy de tout l'impact économique de cette guerre. Et comme la hausse de l'essence semble agaçante mais supportable, votre système interne d'évaluation du danger classe tout le Bahreïn comme un simple désagrément temporaire. Pendant ce temps, un économiste de premier plan a estimé que la seule hausse du prix de l'essence pourrait faire grimper l'inflation mensuelle de mars à 1%, soit la plus forte hausse mensuelle en 4 ans. L'inflation annuelle s'approcherait alors de 3%, et cela avant même le choc alimentaire, le choc des engrais, le choc du transport aérien et toutes les répercussions sur les biens de consommation qui doivent être transportés quelque part. L'Agence internationale de l'énergie a qualifié la situation de plus grand défi mondial de sécurité énergétique de l'histoire. Pas une perturbation modérée, le plus grand défi de l'histoire.
Et votre biais d'ancrage compare le chiffre à la pompe au mois dernier en murmurant « On s'en sortira ». C'est exactement ce qui s'est passé en 2022 après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. L'essence a bondi. Les gens ont râlé. Puis le choc s'est propagé aux produits alimentaires, aux loyers, aux services, à tout. L'inflation a atteint 9%. Au moment où la plupart des gens ont mesuré l'ampleur du phénomène, leur pouvoir d'achat avait déjà été entamé. Vous n'êtes pas irrationnel si vous passez à côté de cela. Vous faites tourner le même logiciel mental que tout le monde. Mais reconnaître l'existence de ce logiciel est la première étape pour le contourner. Parlons maintenant de ce qui maintient les gens éveillés la nuit, vos placements. Le S&P 500 a chuté de près de 7% par rapport à son pic de janvier. À lui seul, c'est inquiétant. Mais en regardant plus large, les dégâts dépassent largement un seul indice. Le Dow Jones a enchaîné 4 semaines de baisse, sa plus longue série en 3 ans. Si vous détenez des fonds indiciels ou des fonds de retraite à date cible, vous l'avez ressenti. Le Nasdaq est brièvement entré en correction, en recul d'environ 10% par rapport à son sommet, entraîné par les valeurs technologiques qui devaient être le moteur de croissance de 2026. Et le Russell 2000, qui suit les petites entreprises plus sensibles au taux, est officiellement entré en correction vendredi dernier, en baisse de plus de 10% par rapport à son pic de janvier. Les marchés de l'énergie racontent leur propre histoire. Le Brent a grimpé à près de 120 € le baril avant de refluer et de clôturer à 112 € vendredi, son plus haut niveau de clôture depuis 2022. L'or, que tout le monde considérait comme une valeur refuge, a bondi au-dessus de 5 400 € l'once, puis a chuté de plus de 10% en une seule semaine. Sa pire performance depuis 1983. Même les valeurs sûres ne se comportent pas comme les gens l'attendaient. L'indice de peur de Wall Street, le VIX, est passé des milieux de la zone des adolescents à près de 32. Quand vous absorbez tout cela d'un coup, quelque chose se passe dans votre système nerveux. L'amygdale, la partie de votre cerveau responsable de la détection des menaces, commence à crier un seul mot : vendez, partez, sauvez ce qu'il reste. C'est la perte-aversion, l'aversion à la perte. Des recherches menées à Princeton ont montré que la douleur psychologique ressentie lors d'une perte d'argent est environ 2 fois plus intense que le plaisir procuré par un gain équivalent. Une perte de portefeuille de 5 000 € ne ressemble pas à un problème de 5 000 €. Elle ressemble à une urgence de 10 000 €. Pas parce que vous êtes mauvais en calcul, parce que votre système nerveux a évolué dans un environnement où les pertes pouvaient être fatales. Et ce câblage n'a pas encore été mis à jour pour les comptes de retraite. Mais que se passe-t-il réellement lorsque les gens cèdent à cette impulsion pendant une crise géopolitique ? Selon une analyse de RBC Wealth Management, portant sur 20 grandes interventions militaires depuis la Seconde Guerre mondiale, le S&P 500 a baissé en moyenne de 6% pendant le conflit. Une autre étude couvrant 40 événements géopolitiques sur 85 ans a montré qu'au cours du premier mois, la perte moyenne n'était que de 0,9%, suivie d'un gain de 3,4% au cours des 6 mois suivants. Le schéma est remarquablement stable. Ceux qui ont vendu dans la panique ont figé leurs pertes. Ceux qui ont tenu bon pendant la tourmente ont profité du rebond. Lors du krach de mars 2020, le marché est revenu à son niveau de départ 57 jours plus tard. Puis il a continué à monter. Beaucoup de ceux qui ont paniqué et vendu au plus bas ne sont jamais revenus. Ils sont restés sur la touche, attendant une certitude qui n'est jamais venue pendant que la reprise se déroulait sans eux. Et c'est là que la situation devient vraiment cruelle. Les meilleurs et les pires jours de marché sont souvent très proches les uns des autres dans le calendrier. Si vous manquez seulement 10 des meilleurs jours de bourse sur une période de 20 ans, vos rendements sont presque divisés par 2. Si vous en manquez 20, vous dépassez à peine l'inflation. Vous ne pouvez pas profiter de la hausse si vous avez fui la baisse. Les économistes comportementaux appellent cela le comportement gap, l'écart de comportement, c'est-à-dire la différence entre ce que le marché rapporte réellement et ce que gagne l'investisseur moyen. Cet écart existe presque entièrement parce que les gens achètent quand ils se sentent optimistes et vendent quand ils ont peur. L'exact contraire de ce qui fonctionne.
non pas parce qu'ils manquent d'intelligence, mais parce qu'ils exécutent un vieux logiciel dans un système financier moderne. Mais je ne vais pas vous embellir la situation, parce qu'il existe un scénario qui inquiète vraiment les économistes sérieux, la stagflation. Une inflation qui monte et une croissance économique qui ralentit en même temps. C'est le pire scénario pour votre argent parce que les outils qui combattent l'inflation, la hausse des taux, étouffent aussi la croissance. Et les outils qui stimulent la croissance, la baisse des taux, aggravent l'inflation. Il n'existe pas de sortie propre. La BCE est déjà coincée. Lors de sa dernière réunion, les taux sont restés inchangés parce que la guerre a rendu la suite presque impossible à lire. Vous baissez les taux, vous jetez de l'huile sur une inflation déjà en accélération. Vous les relevez, vous risquez de faire basculer une économie déjà fragilisée par le choc énergétique dans une véritable récession. Si le conflit s'éternise et que le détroit d'Ormuz reste perturbé, certains analystes projettent que le Brent pourrait approcher 130 € le baril. À ce niveau, on ne parle plus d'un désagrément. On parle d'un dommage structurel au budget des ménages, à la consommation et aux bénéfices des entreprises. La comparaison que les analystes évoquent sans cesse, c'est l'embargo pétrolier de l'OPEP en 1973. Chaque grand choc pétrolier des 50 dernières années a été suivi, sous une forme ou une autre, d'une récession. L'embargo de 1973 a entraîné une contraction économique de 2 ans. La révolution iranienne de 1979 a doublé les prix du pétrole et déclenché une nouvelle récession. Le choc pétrolier de 2008 a précédé la crise financière. Le schéma est si constant que certains économistes considèrent les chocs pétroliers comme l'un des rares déclencheurs fiables de conditions stagflationnistes. Et la perturbation actuelle, au cours de laquelle la production de pétrole au Koweït, en Irak, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis a collectivement diminué d'au moins 10 millions de barils par jour, est décrite comme la plus grande rupture d'approvisionnement de l'histoire du marché pétrolier mondial. Ce n'est pas une phrase qu'on emploie à la légère, et elle devrait vous faire prendre la situation beaucoup plus au sérieux, quel que soit le chiffre affiché à votre station-service locale. Et même lorsque tout cela se résoudra enfin, le soulagement ne sera pas immédiat. Les économistes appellent cela l'effet fusée et plume. Les prix montent comme une fusée quand les coûts augmentent, mais redescendent comme une plume quand les coûts baissent. Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'essence a augmenté en quelques jours. Après les ouragans qui ont ravagé le raffinage sur la côte du Golfe en 2005, il a fallu des mois pour revenir à la normale. Le même schéma, une hausse immédiate, une baisse lente. Même dans le meilleur scénario, si le détroit rouvre et que les livraisons de pétrole reprennent, il faudra encore des semaines pour remettre les sites de production à niveau, des mois pour que les prix reviennent progressivement à la normale, et un long filet de coûts élevés qui continuera de se répercuter dans toute la chaîne d'approvisionnement. La réserve stratégique de pétrole, 172 millions de barils libérés rien qu'aux États-Unis, et la plus grande mise à disposition de l'histoire de l'AIE, achète du temps. Elle ne répare pas la rupture. Très bien. Respirez profondément. Parlons de ce que vous pouvez contrôler, parce que la différence entre ceux qui sortent plus forts d'un choc économique et ceux qui en sortent plus faibles a très peu à voir avec ce qui s'est passé. Elle tient surtout à ce qu'ils ont fait pendant que cela se produisait. La chose la plus importante maintenant, c'est de ne pas paniquer et de ne pas vendre vos investissements. Je sais que chaque instinct vous pousse à tout mettre en cash, mais les recherches de nombreuses institutions financières montrent constamment que c'est l'une des erreurs les plus coûteuses que les investisseurs commettent pendant les crises géopolitiques. Un conseiller financier certifié l'a formulé ainsi. Les guerres peuvent durer plusieurs années, mais votre horizon d'investissement se compte en décennies. Mettre 100% de votre capital en cash n'élimine pas le risque. Cela remplace le risque de marché par le risque d'inflation et par le coût d'opportunité. Il n'existe pas d'option sans risque. Même être trop prudent est un risque, parce que vous pouvez survivre à votre propre argent. Ensuite, vérifiez votre fonds d'urgence. Les conseillers financiers recommandent généralement 6 à 12 mois de dépenses dans une réserve immédiatement accessible, comme un compte d'épargne à haut rendement.
Aujourd'hui, les meilleurs de ces comptes rapportent plus de 4%. Si votre coussin est trop mince, c'est le moment de le renforcer. Pas parce que le pire scénario est garanti, mais parce que la sécurité psychologique de savoir que vous pouvez encaisser un choc est l'un des outils financiers les plus sous-estimés. Quand vous savez que vous avez de la marge, vous ne prenez pas de décision paniquée. Ce calme vaut plus que les intérêts. Voyez votre fonds d'urgence non pas comme un compte d'épargne, mais comme une assurance contre votre propre réaction de peur. Le coût de son absence n'est pas seulement financier, il est aussi psychologique. C'est la différence entre regarder les informations et simplement s'inquiéter, et regarder les informations en se sentant désespéré. Les personnes désespérées commettent des erreurs coûteuses. Ensuite, passez vos dépenses au crible avant que les prochaines vagues n'arrivent. L'essence est déjà là. Les courses arrivent. Les billets d'avion arrivent. Le repricing des taux d'intérêt arrive. Si vous attendez que les 5 vagues vous aient tous touchés pour ajuster votre budget, vous réagirez dans l'urgence au lieu d'agir de façon proactive. Réduisez dès maintenant les dépenses discrétionnaires avant d'y être contraint et réallouez cet argent vers votre matelas de sécurité. Si vous investissez régulièrement, continuez. Cela semble contre-intuitif, je sais. Votre instinct vous dit d'arrêter de mettre de l'argent sur un marché qui baisse. Mais des décennies de données disent l'inverse. Quand vous investissez un montant fixe chaque mois, vous achetez automatiquement plus de parts quand les prix sont bas et moins quand ils sont élevés. La volatilité qui vous terrifie en ce moment abaisse en réalité votre prix d'achat moyen. C'est ce que les économistes comportementaux appellent le dollar cost averaging, l'investissement programmé. Et cela fonctionne précisément grâce au chaos, pas malgré lui. Dans quelques années, les actions que vous aurez achetées pendant cette crise seront probablement parmi les meilleurs investissements de votre vie. Ceux qui ont suspendu leur versement pendant les crises passées ont raté les prix cassés et sont revenus sur le marché à des niveaux plus élevés. Et enfin, évaluez votre exposition personnelle à la hausse des prix de l'énergie. Cela dépend de chacun. Si vous faites de longs trajets, le calcul pour passer à une voiture plus sobre vient de changer. Si vous avez un crédit à la consommation ou une dette de carte bancaire coûteuse, attaquez-la maintenant. La BCE ne baisse pas ses taux de sitôt, ce qui signifie que vos coûts d'emprunt resteront élevés plus longtemps que prévu il y a 6 mois. Chaque euro de dette renouvelable que vous traînez pendant cette période vous coûte plus cher qu'avant la guerre. Et si vous êtes à la tête d'une petite entreprise qui transporte des biens physiques, vos coûts logistiques viennent d'augmenter. C'est le moment de renégocier les contrats, de regrouper les expéditions ou de trouver des fournisseurs plus proches avant que la surtaxe diesel n'érode vos marges. Il y a une chose qui distingue ceux qui traversent ce genre de période en restant financièrement solides de ceux qui n'y parviennent pas. Et ce n'est pas ce que vous imaginez. Ce n'est pas l'intelligence. Ce n'est pas l'argent. C'est la vitesse de réaction. Les recherches sur les chocs économiques passés, la crise pétrolière de 1973, l'effondrement financier de 2008, la pandémie de 2020, la poussée inflationniste de 2022 montrent un schéma constant. Ce ne sont pas les ménages les plus riches qui s'en sortent le mieux. Ce sont ceux qui s'adaptent le plus tôt. Ceux qui reconnaissent les signaux avant que l'impact ne soit total et qui font de petits ajustements peu spectaculaires, réduire les dépenses non essentielles, renforcer l'épargne, maintenir les versements d'investissement, diminuer les dettes coûteuses. Aucune de ces actions n'a quoi que ce soit de dramatique. Aucune ne fera une grande histoire. Personne ne poste sur les réseaux. Aujourd'hui, j'ai déplacé 200 € par mois du restaurant vers un compte d'épargne à haut rendement. Pourtant, ce sont exactement ces ajustements invisibles qui créent une vraie distance entre ceux qui étaient préparés et ceux qui ne l'étaient pas. Sur une période de 6 à 12 mois, le temps qu'un choc économique mette généralement à se diffuser complètement dans le système, ces ajustements précoces créent un écart immense. Non pas parce que chaque action est grande, mais parce qu'elles ont commencé avant que la pression n'arrive. Vous regardez cette vidéo en ce moment. Vous pensez à votre argent, à votre budget, à votre portefeuille, à votre exposition. La plupart des gens ne commenceront à réfléchir à tout cela que lorsque la 4e ou la 5e vague aura déjà frappé leur compte bancaire.
À ce moment-là, la fenêtre d'action proactive sera fermée. Votre fenêtre est ouverte maintenant. Vous n'êtes pas irrationnel si vous ressentez de l'anxiété face à ce qui se passe. Cette anxiété est le bon signal. Elle signifie que vous êtes attentif. L'erreur n'est pas de ressentir la peur. L'erreur, c'est de laisser la peur décider à votre place. Vendre dans la panique, se figer, espérer que tout passera tout seul, ce sont des réactions pour lesquelles votre système nerveux a été conçu. Et ici, ce sont précisément les mauvaises. La bonne réponse est plus discrète. Passez votre budget en revue. Vérifiez votre fonds d'urgence. Continuez vos investissements réguliers. Évaluez votre exposition au prix de l'énergie. Puis, une fois cela fait, donnez-vous le droit d'arrêter de faire défiler sans fin les actualités financières. Les titres sont conçus pour amplifier la peur, pas pour vous aider à agir. Vous avez déjà fait ce qu'il fallait. Vous n'avez plus besoin de la peur. Vous avez déjà traversé l'incertitude. Vous traverserez celle-ci aussi. La seule question est de savoir si vous laisserez cette crise décider à votre place ou si vous reprendrez le contrôle de vos décisions. Si cela a changé votre manière d'envisager les prochains mois, dites en commentaire quelle sera votre première action. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Cette histoire n'est pas terminée et votre fenêtre pour prendre de l'avance ne l'est pas non plus.